À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions chargés d'armes sont immobilisés près de la frontière, interrompant brutalement une opération pensée pour rester invisible jusqu'à sa destination finale. L'ampleur est sidérante, des dizaines de milliers d'armes, suffisantes pour équiper une armée entière, contrastent avec la facilité apparente avec laquelle cette chaîne logistique a failli traverser plusieurs frontières sans alerte majeure. Pourquoi cette saisie dépasse-t-elle le simple fait divers sécuritaire et en quoi place-t-elle Ibrahim Traoré face à un test décisif de souveraineté, de crédibilité et de contrôle réel du territoire ? Derrière l'image, tout un équilibre régional vacille. Ce qui suit ne promet ni révélation spectaculaire ni raccourci émotionnel. L'objectif est plus exigeant, offrir un cadre factuel pour comprendre ce que cette saisie change réellement à court et à moyen terme pour l'État, l'économie et la société. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Disposer d'éléments concrets pour juger les décisions à venir sans se laisser emporter par l'image choc des camions immobilisés. L'enjeu immédiat tient en une ligne. Protéger la souveraineté sans provoquer l'escalade. Derrière cette formule, plusieurs risques se superposent. Un risque sécuritaire d'abord, car interrompre une chaîne logistique de cette ampleur expose le pays à des réactions indirectes. Un risque politique ensuite, puisque chaque choix est scruté à l'intérieur comme à l'extérieur. Un risque économique enfin, lié à la perception d'instabilité dans une région déjà sous tension. Pour Ibrahim Traoré, la difficulté n'est pas seulement d'avoir agi, mais de transformer cette action en trajectoire lisible. Trop de fermeté peut isoler. Trop de prudence peut affaiblir. C'est dans cet espace étroit que se joue la suite. Dès les premières heures, un chiffre change tout. 57 camions, et non quelques cargaisons isolées, sont immobilisés. Cette seule donnée suffit à requalifier l'événement. Elle indique une capacité logistique pensée sur la durée et un volume d'armement sans commune mesure avec les besoins d'un groupe armé local. L'opération n'est ni improvisée ni opportuniste, elle est structurée, planifiée et coordonnée. Ce constat déclenche une bascule rapide. Ce qui aurait pu rester un incident frontalier devient une affaire d'État. Les inventaires initiaux confirment la diversité des armes et la cohérence des itinéraires, suggérant des préparatifs étalés sur plusieurs mois. Les premiers indices montrent aussi que la discrétion était la clé. Axes secondaires, horaires atypiques, routine banalisée. L'invisibilité constituait le principal atout du dispositif. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré comprend que l'enjeu dépasse largement la saisie matérielle. Le Burkina Faso se trouve confronté à un test de ses mécanismes de contrôle. Renseignement, coordination interservices, capacité à interrompre des flux complexes avant qu'ils ne deviennent visibles. Les numéros de série et les documents récupérés pointent vers des provenances multiples, issus de stocks anciens et de circuits plus récents, révélant un assemblage patient de sources hétérogènes. Le Sahel offre un terrain propice à ce type d'opération. Frontières étendues, zones de transit historique et instabilité persistante créent des failles exploitables. La saisie du 16 août 2025 agit alors comme un révélateur brutal. Elle montre que le Burkina Faso n'est pas seulement un corridor, mais une cible potentielle dans une stratégie plus large de déstabilisation régionale. Très vite, l'enquête élargit son périmètre. Des sociétés écrans et des soutiens extérieurs apparaissent en filigrane, donnant à l'affaire une dimension géopolitique explicite. Pour Ibrahim Traoré, la question centrale devient claire. Comment répondre à un système capable de fragiliser l'État sur la durée sans transformer la riposte en facteur d'escalade ? Au cœur de cette séquence, un visage émerge rapidement, celui du capitaine Moussa Kaboré. C'est lui qui, à l'aube, prend la décision d'intercepter le convoi. Rien n'est automatique dans ce choix. Arrêter 57 camions, sans certitude absolue sur leur contenu ni sur les forces susceptibles de les escorter, expose immédiatement l'équipe sur le terrain. Cette initiative marque pourtant un point de bascule. L'État reprend l'initiative là où l'inertie aurait été l'option la plus sûre. Dans les heures qui suivent, l'action de Kaboré acquiert une portée qui dépasse le cadre opérationnel. Elle devient un point d'ancrage narratif et politique. Pour la population,
Ce geste donne une matérialité à une autorité souvent perçue comme lointaine dans les zones frontalières. Pour les forces de sécurité, il envoie un signal interne, l'initiative individuelle, lorsqu'elle est alignée avec l'intérêt national, peut produire un effet stratégique. L'impact est rapide et mesurable dans les perceptions. Les images des camions immobilisés circulent largement, contrastant avec le climat d'insécurité dominant. La peur liée à l'ampleur de la menace ne disparaît pas, mais elle se transforme partiellement en fierté collective. Ce changement de regard ne règle aucun problème structurel, mais il modifie le rapport psychologique au pouvoir et à la capacité d'action. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré s'appuie sur cet épisode pour rappeler une ligne simple. Le contrôle du territoire se construit aussi par des décisions locales assumées. L'interception devient ainsi un symbole précoce, montrant que la crise à venir ne sera pas seulement militaire, mais politique et symbolique. Ainsi, on comprend qu'une décision individuelle peut déclencher une reconfiguration nationale. Avant l'aube du 16 août 2025, le convoi n'était qu'un signal faible parmi d'autres. Des camions circulaient sur des axes secondaires à des horaires atypiques dans une région habituée aux flux commerciaux opaques. Pris isolément, chaque élément paraissait banal. Après l'interception, ces mêmes détails deviennent des indices convergents, révélant une chaîne logistique pensée pour la discrétion et la continuité. Le premier temps est celui de l'activation. L'arrêt des 57 camions déclenche une sécurisation immédiate du périmètre. Les forces sur place établissent des cordons, immobilisent les véhicules et procèdent aux premières non-vérifications. Très vite, la quantité et la nature du matériel excluent l'hypothèse d'un trafic local improvisé. L'information remonte alors les échelons, du terrain vers les centres de commandement avec un degré d'urgence inhabituel. Vient ensuite la montée en tension. L'inventaire préliminaire révèle une cohérence troublante entre les itinéraires, les calendriers et les documents saisis. Les numéros de série suggèrent des provenances multiples, tandis que certains papiers logistiques indiquent une préparation étalée sur plusieurs mois. Chaque nouvelle donnée ajoute une couche de complexité. L'événement change d'échelle et bascule du fait sécuritaire vers le dossier stratégique. C'est à ce moment que la dimension politique s'impose pleinement. Informé presque immédiatement de l'ampleur potentielle de la saisie, Ibrahim Traoré comprend que l'affaire ne peut être gérée comme une simple opération de police. Les ordres se précisent: sécuriser, documenter, éviter toute annonce irréversible. La communication est calibrée pour gagner du temps, pendant que l'enquête s'élargit silencieusement. Le point culminant survient lorsque les premières pistes financières apparaissent. Des flux bien supérieurs à ceux d'un réseau criminel classique sont identifiés, suggérant des soutiens structurés et des relais extérieurs. À partir de là, la crise devient multidimensionnelle. Elle mobilise non seulement les forces de sécurité, mais aussi les services financiers, les autorités judiciaires et les canaux diplomatiques. La chaîne d'événements ne se limite plus aux camions immobilisés, elle englobe un système. Les répercussions suivent presque immédiatement. À l'intérieur du pays, les images des véhicules saisis circulent massivement. Elles produisent un effet paradoxal. D'un côté, elles rappellent l'ampleur de la menace. De l'autre, elles nourrissent une fierté nouvelle liée à l'action menée. À l'extérieur, les réactions se multiplient. Certains partenaires appellent à la prudence, d'autres expriment un soutien mesuré. Tous, cependant, ajustent leur lecture du Burkina Faso. Dans cette phase de déchoc, la ligne adoptée par Ibrahim Traoré reste volontairement sobre. La fermeté est affichée, mais les annonces spectaculaires sont évitées. Cette retenue vise à maintenir une marge de manœuvre, alors que la chaîne logistique interrompue pourrait tenter de se reconstituer ailleurs. La séquence se referme sur une certitude: l'interception n'est pas une fin en soi. Elle marque le début d'un cycle où chaque décision comptera davantage que l'événement initial. Un point de départ s'impose. Avant la saisie, le risque était diffus et sous-estimé. Après durement, il devient mesurable et structuré. Ce passage du flou au chiffré change la nature de la décision publique. Les premiers inventaires établissent un ordre de grandeur sans équivoque et obligent à réévaluer l'ampleur de la menace au-delà des perceptions initiales. Le premier chiffre clé concerne le volume d'armement. Près de 25 000 fusils d'assaut sont recensés dans les camions interceptés, auxquels s'ajoutent
environ 70 000 grenades. En termes opérationnels, cette capacité dépasse largement celle d'un groupe armé local. Elle correspond à l'équipement complet d'une force militaire structurée, capable d'opérer sur la durée. Cette comparaison simple éclaire l'intention. Il ne s'agissait pas de soutenir une action ponctuelle, mais d'alimenter une dynamique prolongée. Le deuxième ensemble de données porte sur la logistique et l'origine des armes. Les analyses balistiques indiquent des provenances multiples, issues à la fois de stocks anciens, liés à des conflits passés, et de circuits plus récents. Cette diversité n'est pas anodine. Elle implique une coordination étalée dans le temps, des réseaux capables d'assembler des sources hétérogènes et une planification suffisante pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Transporter un tel volume à travers plusieurs frontières nécessite des relais fiables et une capacité à neutraliser ou contourner les contrôles. Le troisième chiffre, le plus sensible, concerne le financement. Les documents récupérés évoquent des flux estimés à plus de 700 millions de dollars répartis sur plusieurs comptes offshore. Ce niveau de ressources dépasse très largement les capacités d'un réseau criminel régional classique. Il signale l'implication d'acteurs disposant d'un accès facilité aux circuits de financiers internationaux capables de dissimuler les transactions derrière des sociétés écrans et des juridictions complexes. Ici, le chiffre ne mesure pas seulement une somme, il révèle une architecture financière. Pris séparément, chaque indicateur est déjà préoccupant. Pris ensemble, ils dessinent un schéma cohérent. Le volume explique le risque stratégique. La diversité des origines révèle la profondeur du réseau. L'ampleur financière indique une motivation qui dépasse le profit immédiat. Ces données convergent vers une même conclusion. Le dispositif était conçu pour alimenter une instabilité durable, non pour une opération isolée. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative impose un ajustement de posture. Une réponse uniquement militaire serait insuffisante. Les chiffres justifient l'élargissement de la riposte vers le démantèlement financier, la coopération régionale ciblée et une pression diplomatique mesurée. Ils offrent aussi un socle factuel pour communiquer à l'intérieur comme à l'extérieur sans recourir à l'exagération. Ici, la donnée devient un levier politique autant qu'un outil d'analyse. Deux lectures solides s'opposent dans l'analyse de cette crise, chacune appuyée sur des constats réels et des risques tangibles. Les ignorer affaiblirait la compréhension de ce qui se joue réellement. La première lecture voit dans la saisie la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette approche, le Burkina Faso ne serait qu'un maillon dans une stratégie plus vaste visant l'ensemble du Sahel. Le volume d'armes, la diversité des provenances et la sophistication logistique indiqueraient une volonté d'alimenter durablement des groupes armés afin de maintenir un niveau d'instabilité suffisant pour affaiblir les États. Les défenseurs de cette thèse soulignent que face à un dispositif aussi structuré, aucune réponse strictement nationale ne peut suffire. Ils plaident pour une coopération régionale renforcée, le partage du renseignement et une pression diplomatique collective sur les soutiens financiers identifiés. Le risque principal, selon eux, serait l'isolement stratégique. La seconde lecture adopte un angle presque inverse et met l'accent sur le test de souveraineté nationale. Ici, l'essentiel n'est pas l'ampleur internationale du réseau, mais la capacité du Burkina Faso à agir de manière autonome et crédible. La saisie démontrerait que l'État peut reprendre l'initiative sans dépendre de cadres extérieurs potentiellement contraignants. Les partisans de cette position craignent qu'une internationalisation excessive de la réponse n'ouvre la porte à des ingérences politiques, à des conditionnalités ou à une dilution du contrôle décisionnel. Le risque dans ce cas serait de perdre la maîtrise du tempo et du récit. Ces deux lectures reposent sur des éléments factuels. Les chiffres et les flux financiers appuient l'hypothèse d'un réseau transnational structuré. Dans le même temps, l'efficacité de l'interception montre que des décisions locales peuvent produire un effet stratégique immédiat. Le dilemme n'est donc pas binaire. La ligne esquissée par Ibrahim Traoré tente de combiner ces logiques. La communication insiste sur la souveraineté et la capacité d'action nationale, tout en laissant la porte ouverte à des coopérations ciblées et choisies. Cette position intermédiaire cherche à éviter deux écueils symétriques. L'isolement, qui fragiliserait la réponse face à un réseau puissant,
et la dépendance, qui affaiblirait la crédibilité politique interne. À ce stade, l'affaire cesse d'être une interception spectaculaire pour devenir un signal politique assumé. La prise de parole intervient alors que l'enquête est encore en cours, ce qui est en soi un choix stratégique. Elle transforme une opération sécuritaire en message adressé simultanément à la population, aux partenaires régionaux et aux acteurs extérieurs. Le contenu est volontairement sobre. Pas d'annonce irréversible, pas de désignation publique d'ennemis. L'accent est mis sur la souveraineté, la vigilance et la responsabilité de l'État. Cette retenue modifie la lecture de la séquence. Elle indique que la saisie n'est pas présentée comme une fin, mais comme un point de départ. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de montrer que l'État agit sans se laisser dicter son calendrier par l'émotion ou la pression extérieure. À l'intérieur du pays, l'effet est rapide. Les images des camions immobilisés, désormais associées à un discours clair, produisent un récit cohérent. La peur initiale se transforme en attente, puis en adhésion prudente. À l'extérieur, le message est tout aussi lisible. Il fixe des lignes rouges implicites et rappelle que le Burkina Faso ne traitera plus ce type d'événement comme un incident isolé. Ce moment marque un avant et un après. La crise n'est plus seulement subie. Elle est intégrée dans une trajectoire politique qui redéfinit les marges de manœuvre de l'État et la manière dont ses décisions seront désormais interprétées. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La saisie oblige à reconnaître des failles, mais elle offre aussi un levier immédiat pour agir. Les autorités accélèrent les audits internes, renforcent la coordination entre armée, police et douane et réévalue les priorités sécuritaires sur les axes frontaliers. Cette dynamique vise à rendre les itinéraires plus imprévisibles et à réduire les angles morts exploités par les réseaux. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est double. Démontrer une capacité d'apprentissage rapide et consolider la crédibilité de l'action publique sans multiplier les annonces symboliques. Du côté de l'économie, l'impact est plus ambivalent. À l'extérieur, certains investisseurs adoptent une posture d'attente. La visibilité accrue du pays et le risque perçu d'escalade régionale freinent temporairement des projets, notamment dans les secteurs extractifs et logistiques. À l'intérieur, un mouvement inverse apparaît. Les dépôts bancaires locaux progressent, traduisant un repli vers les institutions nationales. Ce contraste révèle une confiance politique naissante qui ne se traduit pas encore en confiance économique durable, mais qui amortit le choc immédiat. Pour la population, les effets sont avant tout psychologiques et sociaux. Les images des camions saisis deviennent des symboles largement partagés. Elles rappellent la gravité de la menace, tout en nourrissant un sentiment de fierté collective. Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, le discours dominant évolue. Il ne s'agit plus seulement de subir l'insécurité, mais de constater une capacité de réaction tangible. Cette perception renforce la cohésion nationale, même si elle n'efface ni les inquiétudes quotidiennes, ni les attentes élevées envers l'État. À l'échelle régionale, enfin, la saisie agit comme un signal d'alerte. Les pays voisins observent attentivement la réponse burkinabé. Certains y voient un précédent encourageant, susceptible d'inspirer des actions similaires. D'autres redoutent un déplacement des routes de trafic vers leur propre territoire. Dans tous les cas, les calculs stratégiques évoluent. Le Burkina Faso cesse d'être perçu comme un espace passif et s'affirme comme un acteur capable d'influencer l'équilibre sécuritaire du Sahel. Ces conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent un paysage en recomposition où chaque décision prise après la saisie pèse davantage que l'événement lui-même. Pour Ibrahim Traoré, le défi est désormais de transformer ces effets immédiats en gains durables, sans laisser l'élan initial se dissiper. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Alors elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'évaluer les choix et leurs effets différés. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive. Les mesures engagées après la saisie sont consolidées sans rupture majeure. Le contrôle des frontières s'améliore par touches successives. La coopération avec les voisins du Sahel devient plus opérationnelle et les réseaux identifiés sont partiellement désorganisés. L'économie reste sous pression extérieure, mais la dynamique interne limite les effets négatifs. La situation sécuritaire demeure tendue sans basculer. Ce scénario exige une gestion constante
où l'endurance administrative compte autant que l'action visible. Le scénario optimiste suppose une accélération positive. Les révélations issues de l'enquête débouchent sur des actions coordonnées, notamment sur le plan financier. Des partenariats régionaux ciblés réduisent les marges de manœuvre des trafiquants. La clarté politique affichée rassure une partie des acteurs économiques, permettant une reprise graduelle de certains investissements. Dans cette trajectoire, la crise devient un catalyseur de réformes plus profondes, en particulier dans le renseignement et la gouvernance sécuritaire. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu serait alors de transformer un succès tactique en levier structurel. Le scénario défavorable envisage au contraire une montée des tensions. Les pressions diplomatiques s'intensifient, certaines coopérations se figent, et les réseaux criminels se recomposent ailleurs ou répliquent indirectement. Les coûts économiques augmentent, l'insécurité persiste et la fatigue sociale s'installe. La saisie reste un succès ponctuel, insuffisant pour inverser durablement la tendance régionale. Le risque majeur devient l'usure politique. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Observez moins les déclarations que les mécanismes. Les choix qui réduisent le coût du pire et augmentent la probabilité du meilleur sont souvent discrets, graduels et difficiles à mettre en scène. C'est dans cet intervalle que se joue la suite. Pour le citoyen burkinabé, cette séquence redéfinit d'abord le rapport à l'État. La saisie montre que l'action publique peut produire des résultats visibles même dans un environnement contraint. Cela ne fait pas disparaître l'insécurité ni les difficultés quotidiennes, mais cela modifie l'attente collective. Le débat ne porte plus uniquement sur la survie immédiate, mais sur la capacité à maintenir l'initiative dans le temps. Cette évolution est discrète, mais elle pèse sur la manière dont les décisions futures seront jugées. Pour les acteurs économiques locaux, l'impact est plus nuancé. À court terme, l'incertitude demeure et la prudence domine. Les choix d'investissement restent mesurés, les projets avancent lentement. Pourtant, la démonstration d'autorité et de coordination envoie un signal important. Les règles peuvent être appliquées. Cette perception compte autant que les indicateurs macroéconomiques. Elle influence la confiance, l'accès au crédit et la volonté de rester engagé sur le territoire malgré les risques. Pour les observateurs régionaux et internationaux, le cas burkinabé devient un point de référence. Il illustre les dilemmes auxquels sont confrontés les États du Sahel. Agir seul ou s'adosser à des cadres collectifs, affirmer la souveraineté sans s'isoler, répondre vite sans s'enfermer dans l'escalade. La trajectoire suivie par Ibrahim Traoré est scrutée non comme un modèle figé, mais comme une expérience en cours, dont les enseignements dépassent les frontières nationales. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Comprendre cette séquence permet de mieux lire les signaux à venir, de distinguer les gestes symboliques des changements structurels et d'évaluer si la crise débouche sur une transformation durable ou sur un simple répit. Cette grille de lecture devient un outil. Elle aide à suivre l'évolution sans se laisser emporter par l'émotion du choc initial. La réponse qui se dessine après la saisie s'articule autour de plusieurs leviers complémentaires, pensés pour transformer une gestion de crise en capacité durable. Le premier concerne le contrôle territorial. Les autorités renforcent la surveillance des zones frontalières identifiées comme sensibles en combinant forces militaires, unités de douane et relais civils. L'objectif n'est pas seulement d'intercepter, mais de rendre les itinéraires imprévisibles et plus coûteux pour les réseaux. Cette logique multiplie les points de friction plutôt que de concentrer l'effort sur un seul axe. Le deuxième levier est celui du renseignement. L'enquête a mis en évidence des lacunes de coordination entre services. En réponse, l'État cherche à centraliser l'analyse des informations afin de détecter plus tôt les signaux faibles. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension est stratégique. Anticiper vaut plus que réagir. La réforme vise donc à transformer des données dispersées en décisions exploitables, capables d'interrompre les flux avant qu'ils n'atteignent une masse critique. Le troisième axe porte sur le volet financier. Les flux identifiés imposent un suivi plus strict des transactions suspectes et une coopération ciblée avec des partenaires capables d'agir sur les circuits offshore. Cette action est moins visible que les opérations militaires, mais elle est décisive. Sans financement, la logistique perd sa cohérence et sa capacité de projection. Enfin, la feuille de route inclut une dimension diplomatique et sociale.
À l'extérieur, il s'agit de dialoguer sans renoncer à la souveraineté. À l'intérieur, de maintenir la cohésion nationale par une communication claire et continue. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de relier ces étapes dans le temps, afin que la réponse à la crise ne se dissolve pas une fois l'urgence passée. Au fil des semaines, un symbole s'impose progressivement dans le récit national, celui des armes saisies qui ne serviront plus à détruire. Leur transformation annoncée, partielle et strictement encadrée, agit comme une métaphore puissante. Ce qui devait nourrir la violence devient un rappel visible de la capacité de l'État à reprendre la main. Dans ce glissement symbolique, la crise change encore de nature. Elle ne se résume plus à une menace évitée, mais à une possibilité de reconstruction. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette image pour refermer la séquence émotionnelle sans triomphalisme. Le discours ne promet pas une sécurité immédiate et n'efface pas les risques persistants. Il insiste sur une idée simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Cette sobriété renforce l'impact du message, en l'ancrant dans des actes concrets plutôt que dans une rhétorique excessive. Pour une partie de la population, ce symbole devient un point d'ancrage. Il permet de relier un événement anxiogène à une perspective constructive. La peur initiale laisse place à une vigilance active. L'État n'est plus perçu uniquement comme un rempart fragile, mais comme un acteur capable de transformer une alerte en levier politique et social. La cloche évoquée comme horizon, forgée à partir des armes neutralisées, résume cette bascule. Elle ne célèbre pas une victoire définitive. Elle rappelle que la stabilité, ici, se reconquiert chaque jour. La séquence ouverte le 16 août 2025 ne se referme pas avec la saisie des camions. Elle laisse derrière elle une question durable. Comment un État transforme-t-il une alerte sécuritaire en trajectoire politique lisible, sans céder ni à la peur ni à l'euphorie? Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse largement l'événement lui-même. Il touche à la manière dont une société accepte le risque, organise la réponse et juge les choix faits en son nom. Ibrahim Traoré a placé la souveraineté au centre du récit. Cette orientation suscite l'adhésion de certains, la prudence d'autres et l'attention de tous. Elle rappelle surtout que les décisions prises aujourd'hui produiront des effets différés, parfois invisibles sur le moment. Les succès immédiats se mesurent facilement, les transformations durables beaucoup moins. Pour le lecteur, l'invitation est volontairement sobre. Observer au-delà des images fortes, suivre les indicateurs discrets plutôt que les déclarations spectaculaires. Évaluer dans la durée si les promesses se traduisent en mécanismes stables ou si la crise reste un épisode isolé dans une région sous tension. La question demeure ouverte et elle mérite d'être posée collectivement. Cette saisie marque-t-elle un tournant durable ou seulement une parenthèse maîtrisée avant la prochaine secousse ?